Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui va nous rappeler quelques souvenirs. C'était l'actu de notre toute première émission en 2015, le premier sacre mondial de Romain Fèvre. 10 ans plus tard, le pilote de motocross originaire de Dogneuville vient de décrocher un deuxième titre planétaire. Avec nous en plateau, son tout premier entraîneur et pilote émérite, Thierry Jacquel. Bonjour Thierry et bienvenue. Beaucoup d'émotions. Beaucoup, franchement, c'était exceptionnel. On débriefera ce titre et cette saison de Romain Fèvre dans un instant. Également au programme ce lundi du Dragon Boat au lendemain de l'accueil des championnats de France dans la Perle des Vosges avec le jeune président de l'AS Gérard Armé Canoë Kayak sur tous les fronts ce week-end, Esteban Georges. Bonjour Esteban et bienvenue. Bonjour Nicolas. Tout va bien? Super. Bon week-end, on a passé un excellent week-end. Ça s'est passé merveilleusement bien pour les bénévoles, pour les athlètes, pour les spectateurs et les spectatrices. Donc parfait. Et avec la météo en plus. On Ouais. reviendra largement sur cet événement et la discipline en seconde partie d'émission. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin Francis Verdun de Vosges Matin. Salut Francis, comment ça va? Salut Nicolas, très bien. Bon week-end également. Oui, chaud et pluvieux le lendemain. Ouais, c'est clair. On n'a pas eu trop de bol par ici. Pas du tout. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. L'actu, c'est donc bien sûr ce deuxième titre de champion du monde de motocross MXGP pour Romain Fèvre. 10 ans après son premier sacre, le pilote de Dogneuville était en très bonne posture, Thierry, à l'aube de ce dernier Grand Prix de la saison en Australie. Il fallait assurer. Tout à fait, c'est ce qu'il a fait. Il avait 47 points d'avance. Ça pouvait se jouer au qualif. Ça ne s'est pas joué au qualif, ça s'est joué dans la première manche. Et bon, c'était exceptionnel parce qu'il a vraiment assuré sa 4e place. Il remontait un moment sur le 3e, donc Geyser. Mais il ne l'a pas attaqué, c'était vraiment exceptionnel à suivre. Beaucoup d'émotions, je pense que je ne suis pas le seul. Les passionnés de moto et les Vosgiens ont dû suivre ça de près. Et surtout en tant que son premier entraîneur, évidemment. Oui, c'est vrai que je lui ai donné les bases et la technique. Après, il a fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'était vraiment beaucoup d'émotions. On voit les images, là. Même lui était ému. Je pense que ça se voit. Franchement, il n'a pas fait de cinéma, comme on dit. C'était vraiment impressionnant. On a vu que Lucas Koenen, là-bas, son grand rival, le jeune Belge, 18 ans, là, qui aurait pu lui ravir ce titre, l'attendait pour l'applaudir. C'était une belle image aussi. Très belle image sportive. Franchement, c'était... Bon, je précise que la seconde manche a été annulée à cause des importantes précipitations du côté de Darwin en Australie. Francis, c'est pas rien, un Vosgien champion du monde, encore plus en motocross. C'est pas rien, puis c'est surtout le titre de la résilience, parce que après tout ce qu'il a connu, diverses fractures, il a perdu le titre pour quelques points. Contre Erlings en 2000. Voilà, c'est ça. Donc c'est avant tout l'abnégation qui a fait qu'aujourd'hui, il peut se féliciter d'avoir remporté ce deuxième titre. Ouais, c'est le sac de la maturité et de la persévérance. Exactement, c'est ça, c'est petit à petit, il a fait son expérience. Et puis, le premier arrivait peut-être trop rapidement quelque part, mais c'était super bien. C'était sa première année en 2015 en MXGP. Et donc, c'est ce que lui dit aussi, il l'a apprécié, mais il a été très sollicité aussi. Et là, je pense qu'il va l'apprécier doublement, parce qu'il a vraiment... Comme dit Francis, il a attendu et vraiment c'est de l'abnégation, c'est de la persévérance. Il y a eu un fait de course cette année, c'était la blessure de Tim Gager qui est revenu, mais il a dû résister au jeune Belge Lucas Koenen, donc c'est pas du tout un titre au rabais. Non, complètement, parce qu'en plus, ce qu'on a pu voir, c'est que Romain, il a fait 16 podiums quand même sur 19 courses. On peut pas là, il est mérité, et Geiger était là, donc quand on regarde les chronos et les manches et les courses, je les ai toutes regardées. Il était présent, il était là, il était solide, il était constant et très régulier, donc c'est ce qu'il faut faire. On va se repasser les images de sa victoire, merci à l'équipe technique, c'était en 2015, il y a 10 ans, donc on disait il a connu de grosses blessures, notamment sur le Supercross de Paris en 2021, qui avait complètement plombé sa saison suivante. Oui, puisqu'en plus c'était juste avant la préparation hivernale, et donc là c'est sûr que c'était une grosse blessure, un fémur, et donc le temps de se remettre, ça a un petit peu décalé sa préparation. Mais encore une fois, il est revenu et petit à petit, le nombre d'années aidant, il est revenu à son plus haut niveau. C'est quand même quelque chose de... Puis le palmarès... exceptionnel, c'est quand même exceptionnel, Champion d'Europe MX2 en 2011, 3e du championnat MX2 en 2014, ce qui lui a permis de monter au-dessus. Tout à fait. De remporter le titre dès cette première année.
Et puis il a quasiment jamais quitté le top 6 ces dernières années, à part les années de blessure. Voilà, et puis jouer, comme disait Francis aussi, le titre contre Jeffrey Herlings, qui est 5 points. Oui, de 5 points, donc ça s'est joué sur rien, sur une toute petite faute, mais ouais, non, c'est exceptionnel. Hein. Et puis c'est le plus ancien pilote, désormais champion du monde. C'est ce que j'allais dire aussi, oui. C'était pour quelques jours. Hein. Bah, Antonio Cairoli, c'était 8 ans, et là, quand même, Romain, c'est 10 ans. Donc, oui. quand même, 10 ans d'écart, je voulais dire, mais oui, c'est 10 ans d'écart entre le plus vieux en âge. Ah oui, en âge, oui, complètement. Pour quelques jours. Oui, pour quelques jours. Ouais, il aura 34 ans le 31 décembre, Tout à c'est fait. un conscrit. Presque, tout à fait. Vous suivez un petit peu la motocross ou... Ce que je disais tout à l'heure à Thierry, pas du tout. Pas du tout, mais j'avais déjà entendu son prénom, parce qu'étant vosgien, je pense qu'en 2015, ça a dû résonner dans ma tête aussi. Et effectivement, c'est impressionnant. Ouais. En termes de longévité, dans le sport de haut niveau, c'est assez incroyable. Surtout un sport éprouvant quand même. Complètement, c'est sûr que c'est éprouvant, c'est physiquement, mentalement. Il y a quand même. Puis les contraintes, c'est sûr que c'est sûr. Alors, on va s'envoyer, si vous voulez bien, une petite archive, puisque vous étiez son entraîneur à la fin des années 90, début 2000. On n'a pas résisté à une petite session rétro, Thierry. C'était un trophée mini-vert à Épinal, sur Image+. À l'âge où certains enlèvent seulement les roulettes de leur vélo, Romain Fèvre, un spinalien de 7 ans, prenait part au motocross du motoclub d'Épinal ce dimanche. En effet, en plus des diverses courses comptant pour le championnat de Lorraine, un trophée mini-vert de niveau national était destiné à récompenser les plus petits. 40 pilotes âgés de 6 à 8 ans s'affrontaient en 2 manches. Et c'est parti sous le regard de Christine qui suit la course du fiston et s'occupe de la logistique. C'est sûr que ça représente une énorme disponibilité, on le suit partout, l'investissement aussi, mais bon, on est prêt à tout faire s'il finit bien, quoi. À l'issue de cette première manche, pas de miracle, habitué aux premières places en régional, Romain est ici confronté à des adversaires beaucoup plus coriaces. Je suis tombée dans un virage et puis il y en a 5 qui m'ont doublé, 4. Et puis je suis repartie. C'est la première course que je fais avec des durs et puis j'ai pas l'habitude. Pour Romain, les choses n'iront pas mieux lors de la deuxième manche et ce n'est que du regard qu'il pourra embrasser les trophées. Que du regard jusqu'à la prochaine fois. Voilà, il n'a rien lâché. Romain, c'est ce qui le caractérise. Bah, C'était oui. touchant. Ah oui, franchement, oui. Ça... Et les paroles de la maman étaient prémonitoires. Oui, on le suivra. Ils ont bien fait. Complètement, oui. Et vous avez encore un peu de contact avec lui, Thierry ? Oui, bon, un peu moins forcément, plus avec ses parents, son papa, un petit peu de temps en temps où on se croise forcément dans le coin. Romain, il est plus dans le coin, donc, et puis il a d'autres choses, je pense, à faire. Sur les Grands Prix, par contre, oui, on échange toujours un petit peu rapidement. J'ai pas envie non plus de le déranger dans sa préparation, mais oui, on garde toujours contact. Oui. Alors, on se demandait s'il continuerait, parce que dans les interviews, on dit qu'il, en anglais, qu'il a achieve quelque chose dans sa carrière, donc un peu l'aboutissement. Votre avis ou ce que vous en savez ? Non, mais je le sais de sources sûres. En effet, il va continuer et en plus, il va porter le numéro 1. Voilà. Changement de plaque, changement de plaque. Il va garder toujours sa moto, donc avec laquelle il était champion du monde cette année. C'était le premier titre pour Kawasaki depuis J'allais un bon moment. Oui, tout à fait, oui. Donc premier titre pour Kawasaki et donc il sera encore là l'année prochaine et à mon avis encore quelques années. Oui. Ouais. Et il devrait performer. Oui, alors ça c'est mon avis personnel, oui, parce qu'il y a beaucoup de pilotes avec qui il s'est bagarré cette année qui changent de marque. Donc le temps de s'habituer, de régler un petit peu la moto, etc. À mon avis, voilà, Romain sera très très bien. Il va garder donc ses réglages et à mon avis il sera bien. Une belle carte à jouer. Oui, on voit ici quelques images de stages que vous animiez aussi du côté d'Épinal, fin des années 90, début 2000, déjà avec Romain. Oui, vous avez toujours la casquette d'entraîneur ? Oui, toujours. Oui. Donc, toujours sur Mézières, le club de Nancy, toujours sur Épinal, le comité départemental. Oui, donc toujours la passion avant tout. Et puis on essaye de donner les bases techniques. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui ont réussi au niveau régional, d'autres national et Romain international. Donc voilà, c'est plutôt ça. Joli bilan en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il peut y avoir un effet Romain Fèvre auprès Oui, des complètement. licenciés ? Oui. Je le vois de toute façon dans les stages. C'est vrai que surtout dans les Vosges, on touche un petit peu la référence, un petit peu voilà. Donc ils ont envie un peu d'imiter Romain et c'est bien normal. Voilà, complètement. Et il reste un rendez-vous à honorer justement pour Romain Fèvre. Francis, vous l'avez en tête ? C'est le Grand Prix des Nations, c'est ça ? Dans 2 semaines, c'est ça ? C'est ça, exactement, oui. Donc ils ont déjà 7 victoires, l'équipe de France et Romain. Donc 4 pour 4, Romain. Voilà. Donc c'est déjà un beau palmarès. Et là, c'est aux États-Unis.
On va voir, ouais, ça peut. Il y a une bonne équipe, il y a Maxime Renaud, donc Romain Fèvre, et puis donc Mathis Valin. Donc sur la Kawa. Ouais, non, ça peut faire de belles choses. Ouais, sachant que la compétition sera de retour en France l'an prochain à Ernée, ça sera une belle fête également. Ouais, là, je pense qu'il ne faudra pas louper. C'est clair. Merci beaucoup Thierry, vous restez avec nous bien sûr. On passe au reste de l'actu avec tout d'abord les mondiaux d'athlétisme au Japon et un 20 km marche dans la douleur pour la Navarrio de Clémence Beretta, Francis. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'elle s'est fait une entorse à la cheville au bout de 6 km. Elle a marché sur une poche de glace a priori. Et donc, évidemment, ça l'a handicapée pour la suite, pour cette épreuve. Bon, mais elle n'a pas voulu abandonner parce que, comme elle a dit, porter le maillot de l'équipe de France, c'est une fierté. On ne doit pas lâcher quand on a cette tunique sur les épaules. Ouais, elle finit loin de ses standards, évidemment. 29e en 1h33, 13 secondes, à plus de 5 minutes de son record perso, sachant qu'elle elle était très en forme quand même, en ce début d'année. C'est vraiment dommage. Oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est les aléas de la course, du sport. Elle va revenir. Bien évidemment. Allez, à noter la 11e place de l'Alsacienne Pauline Stey, entraînée par Eddy Riva en 1h28,52. Et puis la sprinteuse Hélène Parisot, licenciée à Mirecourt, a bien figuré, mais sans briller. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus du relais, notamment c'était très relevé. C'était très, très, très relevé. Et puis même pour elle, en individuel, quoi. Ouais. 6e avec le relais tricolore 4x100. Ouais, mais ça reste des belles places quand même. Bien évidemment. Et demi-finaliste du 200 mètres. En football, le SAS a confirmé sa bonne marche à l'extérieur vendredi à Colmar. Francis, il menait 3-0 avec de multiples arrêts du match pour défaut d'éclairage. Oui, alors il faudra justement confirmer cette victoire aujourd'hui par la commission qui va étudier ce dossier. Parce qu'il y a eu un rapport d'arbitrage qui évidemment est factuel par rapport à tout ce qui peut se passer. Mais effectivement, il y a eu 4 pannes de projecteurs. Et comme ça, le temps cumulé a dépassé les 45 minutes qu'autorise le règlement, l'arbitre a été contraint, donc réglementairement, de mettre un terme à la partie avant la fin. Bon, but de Naïm Boursas, son premier en équipe Fagnon, de Thomas Béranguier et d'Alexandre Fréchange. Ça confirme en tout cas la solidité du SAS loin de ses bases. Ah, tout à fait. C'est un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ce SAS, cette année. À l'extérieur, ils sont quasiment infranchissables. En revanche, à domicile, alors peut-être c'est parce qu'il faut qu'ils fassent le jeu, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas payant à domicile. Il y aura un gros rendez-vous, en tout cas, vendredi 3 octobre, avec la réception de Thionville-Lusitanos. Oui, un derby avec 4 anciens Spinaliens et un ancien Raonnais. Donc ça promet, parce que Thionville est leader, reste sur 5 victoires consécutives. Donc on peut s'attendre à une belle rencontre. Ouais, ça sera un match à ne pas louper. Ces anciens, du côté de l'USR, c'est Julien Masson, et pour les Spinaliens, Alitch, Luvo-Alou, Labissière et Moustaï. Dans N3, vous avez suivi ça, Francis, la 2e défaite consécutive en championnat de l'ES Taon samedi soir au stade Armand Lerderlin. Qu'est-ce qu'on peut en dire face à la réserve de 3 ? On peut déjà dire que l'adversité était coriace. Une belle équipe de 3, avec une jeune équipe de 3 qui joue très bien. Et puis les Taonnais ont eux aussi fait un bon match dans l'ensemble, mais ils ont commis deux erreurs, on va dire, des relâchements, notamment sur le penalty, et puis après dans la foulée sur un contre. Après, c'est un début de saison qui n'est pas forcément réussi, puisqu'il n'y a que 4 points de prix sur 12. Ouais. Mais ce match-là peut donner quand même source de certitude. Quoi. Ouais, voilà, c'est la 2e défaite après Belfort il y a 15 jours, et puis la 3e d'affilée après la Coupe de France, donc il faut un rebond. Même si sur le score c'était un partout, donc c'est pas une défaite, mais c'est une élimination. Oui, il faudra attendre un rebond, ça sera Sochaux. Un petit point en Régional 1 pour finir. Également, l'US Raon poursuit sur sa lancée, Francis. Ah oui, ça a imposé 1-0 tardivement, mais sûrement à Jarville. Donc ça permet à Raon de rester leader, invaincu, et invaincu depuis le début de saison, puisqu'ils sont encore en Coupe de France. Victoire 3-0 de Saint-Dié Kellerman à Ilzac, qui est 4e à 3 points de l'USR, et défaite en revanche de Golbet à Neuve-Maisons. Ils seront tous en lice ce week-end aussi pour le 4e tour. Oui, c'est ça, avec de fortes chances de qualification. Ouais, chez des adversaires moins bien cotés. On vous renvoie vers notre journal pour retrouver les images de la victoire de l'Effort Basket Mirecourt à Ozoir, mais vous avez suivi les résultats, Thierry. J'ai suivi le basket, c'est un sport que
que je suis aussi bien en Pro A, Pro B, et puis là, donc les équipes du coin. Et ouais, ils ont bien joué, c'était pas mal. Oui. Ils sont lancés et puis ils ont de l'ambition cette saison. On a l'impression que ça va bien se passer. Ouais. Donc ça sera plus ou moins clairement la montée, on fera le point à la trêve. C'est ce qui est ambitionné. Voilà, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà pour cette première partie. Tout de suite, une virgule et on parle de Dragon Boat. Retour maintenant, comme promis, avec vous Esteban, sur les championnats de France de Dragon Boat ce week-end à Gérardmer. Déjà, on va redire que ce n'est pas une première, et loin de là, à Gérardmer, que vous accueillez un tel événement. Mais tout à fait. On a débuté en 2007 par le plus gros possible, puisqu'on a fait le championnat du monde des clubs en 2007, et c'était le premier championnat du monde organisé sur le territoire français. Et on a enchaîné ensuite en 2012 avec le premier championnat de France qu'on a fait sur le lac de Gérardmer, c'est suivi 2017, et puis là 2025. Ces compétitions, ça a permis au club de s'équiper. Oui, complètement. De toute manière, à partir de 2007, il a fallu tout changer, puisqu'on faisait déjà des compétitions nationales sur la course en ligne, qui est une des deux disciplines olympiques au niveau du canoë-kayak. Et c'est vrai qu'en 2007, ça nous a permis de construire, d'avoir un bassin qui soit quasi permanent, sur lequel on a juste à rajouter les bouées chaque année, donc ça prend très peu de temps à remettre en place, et puis surtout s'équiper en Dragon Boat, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas du tout sur le territoire. Ouais. C'est des bateaux imposants, on le voit, de 10 ou 20 rameurs, qui ont été prêtés d'ailleurs à certaines équipes. Tout le monde ne pouvait pas faire le déplacement avec son bateau, ou tout le monde n'en a pas, c'est ça? Exactement. Bon, la plupart des clubs arrivent à s'équiper pour pouvoir s'entraîner sur l'année, mais après ce qui est difficile, c'est de pouvoir les transporter, puisque c'est des bateaux très lourds. Donc à chaque fois, les organisateurs louent du matériel qui vient d'un peu partout en France, donc du matériel de qualité, puisque c'est ce qu'on essaye d'avoir. Donc nous aussi, les bateaux de 2007 à l'époque ont quasiment 20 ans aujourd'hui, donc on a racheté de nouveaux depuis. Et donc ça permet aux clubs organisateurs de louer une douzaine de bateaux sur le week-end pour pouvoir faire monter les quelques 500 athlètes dessus. Alors en quelques mots, c'est un sport, une discipline venue de Chine. Tout à fait. Le Dragon Boat, un bateau traditionnel, donc 10 à 20 rameurs, un batteur, un barreur. La difficulté, c'est ramer tous dans le même sens et en même temps. C'est ça, c'est vraiment le point crucial, c'est d'avoir le rythme tous ensemble, puisque on peut être champion du monde et être sur le côté gauche d'un banc, et sur le côté droit, on peut être quelqu'un qui est en rémission d'un cancer. Et finalement, si on a tous le même rythme, c'est ce qui permet au bateau d'avancer. Donc c'est ce qu'on demande principalement quand on débute le Dragon Boat. Pas forcément d'être puissant, mais de garder le rythme. C'est un rythme de galérien, quoi. Un petit peu. C'est un peu ça. Pour le plaisir. Oui. Une des particularités du sport en France, en tout cas, vous l'avez dit, c'est que c'est mixte. On peut le faire à n'importe quel âge. Ça peut être handisport aussi. Tout à fait. Vous l'avez très bien résumé. De toute manière, tous les bateaux, toutes les images qu'on voit, chaque bateau est mixte. Il faut un minimum de 40% de femmes dans les bateaux. Donc tous les clubs font ce qu'il faut pour pouvoir avoir autant de filles, et c'est ce qui permet aussi à la discipline et notamment à la Fédération française de canoë-kayak d'avoir beaucoup de proportions de femmes aussi dans la fédération. Alors, on l'a vu, vous aviez sorti l'artillerie lourde ce week-end en rappelant quelques anciens champions, Louis Lapointe, un copain de lycée déjà. Tout à fait, ouais. C'est ça, c'est un copain depuis tout petit, Louis qui est champion du monde de canoë dans une discipline qui est la descente, donc ça n'a à peu près rien à voir à part la pagaie. Par rapport au Dragon Boat, mais il permet à tout le bateau de se dire qu'il y a des champions qui se déplacent, donc il est là pour aussi donner le rythme à tout le monde. On voit d'ailleurs Adrien Backscheider aussi, qui est quelqu'un que tout le monde connaît dans les Vosges, puisque c'est un fondeur émérite. Olympique, ouais. Qui a fait 3e aux Jeux Olympiques par équipe, et qui, avant même de faire du ski, il faisait aussi du kayak, donc il revient à ses premiers amours. Et puis Chloé Nico, bien sûr, grand espoir du club. Complètement. Chloé Nico, sa sœur aussi Amélie dans une moindre mesure, mais avec qui elle performe aussi en 2 places sur les championnats de France de course en ligne. Et c'est vrai que Chloé aussi, c'est une super athlète, une super jeune tout simplement, et qui permet, tout comme Louis, de mettre tout le monde dans le même bateau et puis de donner l'envie de se dépasser. C'est le cas de le dire. Thierry, vous êtes passé en vélo samedi du côté de Gérardmer. Qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle ? Franchement, ça m'a bien plu. Je suis resté un petit moment pour voir un peu les départs. Et ce qui m'a impressionné, moi, c'était la coordination. Il faut vraiment, et c'est, je pense, le tambour en fait qui fait qui donne le rythme. Tout à fait. Disons que c'est le premier banc qui donne le rythme. Le tambour se met à ce rythme-là, et puis derrière, en fait, vu qu'on ne voit pas du tout ce qui se passe, on écoute le tambour. Tout à fait. J'en reviens au galérien.
C'est vrai. Alors, on voit ici les images de l'épreuve un peu reine, hein. C'est le DB20, 2000 mètres, donc un bateau de 20 rameurs sur 2 km avec 2 virages à négocier, 3 virages même à négocier. Oui. Ça s'est très bien passé pour votre équipe, Esteban. C'est vrai, c'est souvent là. On sait aussi qu'on est assez performant. Là, je vais peut-être avoir un peu les chevilles qui enflent, mais on sait que c'est notre discipline de prédilection. L'an dernier, on a perdu contre le bateau de Besançon pour 2 secondes et on savait qu'on avait fait des erreurs. Et donc cette année, on a mis un point d'honneur à essayer de faire ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'on a gagné devant Besançon cette fois-ci de quasiment 10 secondes. Donc on a appris ça quelques 5 minutes après notre arrivée, puisque Besançon courait dans la première série. Et c'est vrai que c'est un des moments un petit peu charnières du week-end et où tout le monde s'est retrouvé. On était tous heureux. C'était la fin de la journée de samedi où il faisait très très beau sous le soleil. Donc ouais, super, vraiment. Donc c'est pas le seul titre, il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre, effectivement. Avec Chloé, justement, on a réussi à monter une équipe de ce qu'on appelle les moins de 21 ans. Et là-dessus aussi, ils ont réussi à battre le bateau de Besançon une nouvelle fois, des moins de 21 ans, qui, eux, sont champions du monde cet été. Donc sur le 500 mètres, notre équipe a fait mieux que ces champions du monde-là. Donc ouais, c'était un très beau moment. Avec 8 médailles d'argent en plus dans d'autres catégories, on peut dire, sans fausse modestie, que la SG Armée Canoë-Kayak est un des meilleurs clubs de la discipline. C'est le cas, tout à fait. Et depuis quelques années aujourd'hui, ce championnat de France à la maison nous permet aussi d'attirer un petit peu plus de monde. Et on a réussi à composer beaucoup de bateaux, puisqu'on avait quasiment une cinquantaine d'athlètes du club qui ont concouru ce week-end. Pas mal. On va se repasser les images, bien évidemment. Vous avez pris la tête du club en mars dernier, à 33 ans, Esteban. C'est dans le sang, hein, le canoë-kayak chez vous? Oui, complètement. Moi, c'est mon papa qui m'a amené au club depuis que j'ai 2 ans, quoi. Lui, il a commencé avec son meilleur copain qui lui a dit de venir, que le kayak c'était super. Donc il a fait des années de vice-présidence. Il a pris la tête du club en 2012. Il l'a lâché en 2018. Et puis on a eu un autre président qui a réussi à structurer aussi l'activité touristique, parce qu'on voit des images du lac. Mais c'est vrai que le club de kayak de Gérardmer, c'est aussi beaucoup de tourisme l'été. Donc Thierry Husson a réussi à mettre sa patte pour qu'on puisse ensuite gagner cet argent-là pour perdurer toute la saison, sur toute la saison sportive. Et puis moi j'arrive là depuis peu de temps. Donc, Parce que concrètement, ça vous permet, ces activités touristiques, de financer des postes? Financer des postes de 2 salariés à l'année, effectivement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de la qualité aussi après pour recruter les bénévoles, puisqu'on a des gens qui sont à plein temps pendant des semaines pour monter le bassin, pour recruter les bénévoles pour le week-end, et histoire que le championnat se passe très bien. Et à côté de ça, ça nous permet aussi de financer la saison des athlètes, et notamment Chloé Nico, puisque on n'est pas sans savoir que les fédérations, et un peu comme partout, hein, le public aussi, c'est un peu difficile. Donc le club met la main à la pâte pour que Chloé puisse avoir une saison qui soit parfaite, qu'elle puisse se concentrer que sur son sport. C'est dur tant qu'on n'est pas au top niveau, et elle n'en est pas loin du tout. Hein. Médaillée d'or au championnat d'Europe U23 en C2 sprint, médaillée de bronze en individuel. Complètement. Elle a de belles perspectives devant elle et des années charnières qui arrivent. C'est ça. Puis elle le vit vraiment de cette manière-là, Chloé. Elle aurait pu monter en équipe de France A cette année. Et c'est elle qui a vraiment fait le choix de privilégier une partie de sa saison aussi sur ses études. Et parce que si elle était en équipe A cette année, ça aurait tout chamboulé pour elle. Donc elle a préféré se concentrer sur ce qu'à l'international, c'est le moins de 23 ans cette année. Donc effectivement, elle a très bien fait, puisqu'elle a très bien figuré sur les championnats d'Europe. Elle a fait les championnats du monde aussi, où elle s'est confrontée à toutes ces athlètes qui en canoë ont toutes moins de 23 ans et sont championnes olympiques. Donc elle sait à quoi s'en tenir maintenant pour Los Angeles. Voilà, il ne faudra pas manquer le gap l'année prochaine, notamment elle espère monter chez les seniors. Hein. Complètement. Voilà, avec de belles perspectives. Il n'y a pas que le Dragon Boat évidemment à Gérardmer. On a parlé de canoë descente tout à l'heure avec Louis Lapointe. On se souvient de Claire Hab aussi qui était licenciée à Gérardmer. Oui, championne du monde aussi. Il y a quoi comme activité chez vous et combien de licenciés? On a 120 licenciés aujourd'hui. C'est quelque chose qui est plutôt stable depuis de nombreuses années. Et après, on bénéficie donc du lac de Gérardmer pour cette activité touristique, pour des sections loisirs, on accueille les adultes aussi. Souvent, on essaye de recruter des très jeunes et puis on essaye de rameuter les parents avec. Donc, on fait vraiment de tout et on est très chanceux d'avoir un lac pareil pour pouvoir s'exprimer. Ouais, c'est un superbe écrin, évidemment. Thierry, vous y essayeriez? Ah oui, ouais. Alors moi je fais un petit peu de kayak, du paddle et du surf. D'accord. Donc je touche un petit peu déjà. Thierry touche à tout. Je touche à tout. Le Dragon Boat, ça a l'air sympa. Avec ça donne envie. En plus, les bateaux ont l'air d'être esthétiquement beaux. Donc c'est vrai que ça donne envie.
Plutôt confort. Ouais, vous avez eu un bon retour, on l'imagine, de la part des participants, Esteban? Les participants, les élus locaux, les élus de la fédération, c'est vrai qu'on n'a pas tari d'éloges sur notre événement et c'était pas gagné d'avance. Et c'est vrai que je suis plutôt agréablement surpris aussi de autant de retours positifs. Donc ça donne envie de faire peut-être beaucoup mieux encore, peut-être plus grand aussi. Il y a des championnats d'Europe et du monde quasi tous les ans. Donc à un moment donné, c'est sûr que la fédération a vu de quoi on est capable depuis plusieurs années et on l'a renouvelé encore une fois cette année. Donc pourquoi pas faire ce qu'il faut pour des championnats d'Europe plus tard ou peut-être même du monde. Ouais. Sachant que là, c'était déjà le plus gros championnat de France jamais organisé. C'est ça, tout à fait, en nombre d'athlètes. Complètement. Et puis on a vu des très bons retours. On a tendu le micro nous-mêmes à quelques personnes qui étaient là, notamment du côté de Paris. Il y a 2 clubs qui sont quasiment 100% asiatiques, hein, avec des Chinois d'origine ou qui sont nés en France et ils nous ont dit que c'est quasiment la même ambiance que chez nous, quoi. Ouais, c'est très sympa de le savoir. C'était une belle récompense. Merci beaucoup Esteban et encore félicitations pour cette première organisation en tant que président. Merci beaucoup. Merci Thierry d'être venu chez nous. Vous êtes le bienvenu quand vous le voulez. C'est gentil. Merci pour l'invitation, en tout cas de relayer surtout les exploits de Romain. Les exploits et puis un peu de parler de moto. C'est super. Merci. Bien sûr. Et donc on ne doute pas qu'on reparlera de lui dès l'année prochaine. Merci Francis, on se retrouve très vite sur ce plateau ou sur les terrains. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.